Dans les colonies françaises des Caraïbes, au milieu du XVIIIe siècle, il existait des établissements dont personne ne parlait ouvertement, mais que tout le monde connaissait. Ces maisons opéraient dans une zone grise entre la légalité et le secret absolu. Elles servaient une clientèle très particulière, les femmes blanches de la haute société coloniale qui cherchaient ce que leur mari ne pouvait ou ne voulait pas leur offrir. L'histoire commence avec Marguerite Lavallée, l'épouse d'un riche planteur de Saint-Domingue. Son mari passait ses nuits avec ses esclaves, comme tant d'autres colons. Elle vivait dans une immense demeure, entourée de domestiques, mais elle était seule. Les conventions sociales l'emprisonnaient dans un rôle d'épouse dévouée et silencieuse. Pourtant, derrière les façades immaculées et les robes à paniers, ces femmes avaient des désirs qu'elles n'osaient exprimer. Un soir de 1756, lors d'un bal organisé par le gouverneur, Marguerite entendit une conversation chuchotée entre deux autres épouses de planteurs. Elle parlait d'une adresse dans le quartier du port, un endroit discret où certaines dames se rendaient pour satisfaire des besoins inavouables. L'une d'elles mentionna qu'on y trouvait des hommes magnifiques, sélectionnés pour leur beauté et leur vigueur. Ces hommes étaient des esclaves, loués par leurs propriétaires pour quelques heures ou une nuit entière. Marguerite ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Comment des femmes de leur rang pouvaient-elles s'abaisser à de telles pratiques? Mais au fil des semaines, la curiosité la rongeait. Son mari rentrait ivre chaque nuit, sentant le rhum et la sueur d'autres femmes. Elle avait 28 ans et se sentait déjà fanée, inutile, invisible. Les règles sociales lui interdisaient toute forme d'autonomie ou de plaisir personnel. Elle était un objet décoratif dans sa propre maison. 3 mois après cette conversation, Marguerite se rendit discrètement à l'adresse mentionnée. La maison se situait dans une rue étroite, loin des quartiers chics de la ville. Rien dans son apparence extérieure ne la distinguait des autres bâtisses coloniales. Mais lorsqu'elle frappa à la porte, une femme métisse d'une 40aine d'années lui ouvrit et la fit entrer rapidement. Cette femme se nommait Céleste. Elle gérait cet établissement depuis 7 ans. Son histoire personnelle était complexe. Fille d'un planteur et d'une esclave, elle avait été affranchie à la mort de son père, qui lui avait légué suffisamment d'argent pour acheter cette propriété. Céleste connaissait les deux mondes, celui des maîtres et celui des esclaves. Elle avait compris qu'il existait un marché inexploité parmi les femmes blanches frustrées de la colonie. L'intérieur de la maison contrastait avec sa façade modeste. Les murs étaient peints en rouge sombre, les meubles choisis avec goût. Des tentures de velours séparaient différents espaces. Une odeur d'encens et de fleurs tropicales flottait dans l'air. Céleste conduisit Marguerite dans un salon privé et lui expliqua le fonctionnement de son établissement. Elle disposait d'une 15aine d'hommes, tous esclaves, qu'elle louait à leurs propriétaires pour des périodes déterminées. Certains planteurs avaient découvert qu'ils pouvaient gagner plus d'argent en louant leurs esclaves les plus beaux à Céleste qu'en les faisant travailler au champ. Ces hommes étaient logés dans des quartiers séparés, nourris correctement et maintenus en bonne santé. Céleste veillait personnellement à ce qu'ils soient propres, bien habillés et formés aux manières nécessaires pour satisfaire sa clientèle exigeante. Le prix variait selon la durée et les demandes spécifiques. 1 heure coûtait 20 livres coloniales, une nuit entière 80 livres. C'était une somme considérable, mais les femmes qui fréquentaient cet endroit avaient accès aux fortunes de leurs maris. Elles détournaient l'argent destiné aux dépenses domestiques, vendaient discrètement des bijoux ou utilisaient leur propre héritage familial. Marguerite demanda à voir les hommes disponibles. Céleste la mena dans une pièce adjacente où 5 esclaves se tenaient debout, alignés contre le mur. Ils étaient tous jeunes, entre 20 et 35 ans, avec des physiques impressionnants, sculptés par le travail forcé dans les plantations. Leurs visages exprimaient des émotions diverses. Certains gardaient les yeux baissés avec résignation, d'autres fixaient le sol avec colère contenue, quelques-uns affichaient une expression vide, comme s'ils avaient appris à se détacher de leur corps. Marguerite sentit son cœur battre plus fort. Elle n'avait jamais regardé un homme noir de cette manière auparavant. Dans son monde, les esclaves étaient invisibles, des ombres qui accomplissaient des tâches. Mais ici, dans cette pièce, elle les voyait comme des êtres de chair et de sang. Un homme en particulier attira son attention. Il mesurait près de 6 pieds, avec des épaules larges et un visage aux traits réguliers. Ses yeux noirs la fixèrent brièvement avant de se détourner. Il se nommait Bastien. Céleste expliqua que Bastien venait d'une plantation de canne à sucre. Son propriétaire l'avait amené ici après avoir découvert qu'il attirait les regards des femmes blanches lors des marchés. L'homme avait calculé qu'il gagnerait plus en le louant qu'en le gardant au champ. Bastien avait 26 ans et travaillait pour Céleste depuis 3 mois. Il était devenu l'un des favoris parmi les clientes régulières,
Marguerite hésita longuement. Une partie d'elle voulait fuir, retourner dans sa vie respectable et oublier cet endroit. Mais une autre partie, celle qu'elle avait réprimée pendant des années, réclamait quelque chose de différent. Elle accepta finalement de payer pour 2 heures avec Bastien. Céleste les conduisit dans une chambre au premier étage. La pièce était meublée simplement mais confortablement. Un grand lit avec des draps propres, une table avec une carafe d'eau et des verres, quelques bougies qui créaient une lumière tamisée. Céleste referma la porte derrière eux et Marguerite se retrouva seule avec Bastien. Le silence entre eux était pesant. Marguerite ne savait pas comment commencer. Bastien attendait immobile, les mains le long du corps. Il avait appris à ne rien faire sans instruction directe. Marguerite s'approcha lentement et lui demanda de s'asseoir sur le lit. Il obéit sans un mot. Elle remarqua une longue cicatrice sur son avant-bras, vestige d'une punition ou d'un accident de travail. Cette première rencontre fut maladroite et tendue. Marguerite ne savait pas comment interagir avec un homme dans ces circonstances, et Bastien accomplissait mécaniquement ce qu'on attendait de lui. Mais pour Marguerite, ce moment représentait une transgression monumentale, une rupture avec tout ce qu'on lui avait enseigné. Elle quitta la maison 2 heures plus tard, troublée et confuse, mais déjà certaine qu'elle reviendrait. Les semaines suivantes, Marguerite retourna régulièrement chez Céleste. Elle commença à comprendre le fonctionnement de cet univers clandestin. D'autres femmes fréquentèrent l'établissement, des épouses de négociants, de militaires, d'administrateurs coloniaux. Elles venaient de différentes îles des Caraïbes. Certaines étaient jeunes et cherchaient l'excitation que leur mariage arrangé ne leur offrait pas. D'autres étaient plus âgées, délaissées par leurs maris qui préféraient les jeunes esclaves. Céleste avait mis en place un système de discrétion absolue. Les clientes entraient par une porte arrière qui donnait sur une ruelle peu fréquentée. Elles portaient des voiles ou des capuches pour dissimuler leur identité. À l'intérieur, elles utilisaient des noms d'emprunt. Céleste conservait un registre codé où elle notait les préférences de chaque cliente, mais jamais leurs véritables identités. Les esclaves qui travaillaient pour elle avaient ordre de ne jamais poser de questions et de garder le silence absolu sur ce qu'ils voyaient ou entendaient. Le succès de l'établissement dépendait de cette omerta. Si l'information se répandait publiquement, le scandale détruirait non seulement la maison de Céleste, mais aussi la réputation de toutes les femmes impliquées. Dans une société coloniale rigide où l'honneur familial primait sur tout, une telle révélation équivaudrait à une condamnation sociale définitive. Bastien devint le favori de Marguerite. Au fil des rencontres, leur relation évolua au-delà de la simple transaction commerciale. Marguerite commença à lui parler, à lui poser des questions sur sa vie. Bastien, après plusieurs visites, accepta de partager quelques bribes de son histoire. Il était né sur une plantation de la Martinique. Sa mère était morte quand il avait 12 ans, épuisé par le travail dans les champs. Son père avait été vendu à un autre planteur quand Bastien avait 15 ans, et il ne l'avait jamais revu. À 18 ans, Bastien avait été acheté par son propriétaire actuel et transféré à Saint-Domingue. Il avait passé 7 ans à couper la canne, un travail éreintant qui tuait beaucoup d'hommes avant 40 ans. Puis un jour, son maître l'avait remarqué lors d'une visite à la plantation et avait décidé de le louer à Céleste. Cette décision avait sauvé Bastien d'une mort lente au champ, mais l'avait plongé dans une autre forme de servitude. Marguerite réalisa progressivement l'horreur de la situation. Bastien n'avait aucun choix dans ce qui lui arrivait. Il accomplissait ce qu'on lui ordonnait parce que le refus signifiait la torture ou la mort. Quand Marguerite le touchait, ce n'était pas par désir personnel de sa part, mais par obligation. Cette prise de conscience la troubla profondément, mais pas suffisamment pour qu'elle cesse de venir. D'autres femmes développèrent également des attachements particuliers envers certains esclaves. Une cliente régulière, l'épouse d'un colonel de l'armée coloniale, devint obsédée par un jeune esclave nommé Antoine. Elle venait 2 fois par semaine et refusait de voir quelqu'un d'autre. Elle lui apportait des cadeaux, de la nourriture fine, des vêtements, même de petites sommes d'argent que Céleste conservait pour lui. Antoine acceptait ses présents sans émotion apparente, mais Céleste savait qu'il méprisait profondément cette femme et toutes les autres qui venaient ici. Céleste elle-même entretenait une relation ambiguë avec son commerce. Elle avait créé cette entreprise pour gagner de l'argent et acquérir une indépendance rare pour une femme métisse dans les colonies. Mais elle comprenait la dynamique de pouvoir à l'œuvre. Les femmes blanches qui fréquentaient son établissement se croyaient transgressives, mais elles perpétuaient en réalité le système d'exploitation qui définissait la société coloniale. Elles utilisaient les corps des esclaves pour leur plaisir, exactement comme leurs maris le faisaient. Au fil des mois, l'établissement de Céleste prospéra. Elle agrandit ses locaux,
louant la maison voisine pour créer des chambres supplémentaires. Elle augmenta le nombre d'hommes disponibles, passant de 15 à 25. Certains propriétaires d'esclaves commencèrent à acheter spécifiquement de jeunes hommes beaux dans le but de les louer à Céleste. Un marché parallèle émergea, où les esclaves étaient évalués non pour leur force de travail, mais pour leur apparence physique. Cette évolution eut des conséquences imprévues. Sur les marchés d'esclaves, les acheteurs commencèrent à rechercher activement des hommes correspondant aux critères de Céleste. Les prix augmentèrent pour les esclaves considérés comme particulièrement beaux. Certains négriers, ayant eu vent de cette demande, sélectionnèrent des captifs spécifiquement pour ce commerce lors des traversées depuis l'Afrique. Les hommes, esclaves destinés à la maison de Céleste, vivaient dans des conditions meilleures que ceux des plantations. Ils mangeaient correctement, ne subissaient pas les coups de fouet constants et échappaient au labeur mortel des champs de canne. Mais cette amélioration matérielle avait un prix psychologique terrible. Ils devaient offrir leur corps à des femmes qu'ils n'avaient pas choisies, simuler le désir et la tendresse, accomplir des actes intimes sans aucune autonomie. Beaucoup développèrent des troubles mentaux, cauchemars, périodes de rage incontrôlée, détachement émotionnel complet. Céleste employa une vieille esclave affranchie, Rosalie, pour s'occuper de la santé mentale et physique des hommes. Rosalie préparait des tisanes calmantes, massait leurs muscles endoloris et écoutait leurs plaintes. Elle servait de confidente et de guérisseuse. Mais même Rosalie ne pouvait pas réparer les dégâts causés par cette exploitation systématique. Un incident révéla la fragilité de tout ce système. Un soir de novembre 1758, une cliente arriva très ivre chez Céleste. C'était une jeune femme de 22 ans, mariée depuis 6 mois, à un riche marchand de 45 ans. Elle demanda à voir Bastien, mais il était déjà avec Marguerite. La jeune femme insista, devint agressive et commença à crier. Céleste dut la faire sortir de force avec l'aide de 2 serviteurs. L'incident aurait pu passer inaperçu, mais la jeune femme, dans son ivresse, parla de la maison à son mari le lendemain. L'homme, furieux et humilié, menaça de porter l'affaire devant les autorités. Céleste dut intervenir rapidement. Elle utilisa ses contacts et paya une somme considérable pour acheter le silence du marchand. L'affaire fut étouffée, mais elle démontra la vulnérabilité de l'entreprise. Céleste comprit qu'elle devait diversifier et sécuriser ses opérations. Elle ouvrit un second établissement dans une plantation isolée, loin de la ville. Cet endroit servait de refuge discret pour les clientes les plus riches qui voulaient passer plusieurs jours dans la clandestinité. La plantation appartenait officiellement à un homme de paille, mais Céleste en contrôlait tous les aspects. Elle y installa 10 esclaves supplémentaires et créa un environnement luxueux avec des jardins, des bassins et des pavillons privés. Ce second établissement attira une clientèle encore plus exclusive. Des femmes venaient de la Jamaïque, de la Barbade, même de la Nouvelle-Orléans. Elles payaient des sommes astronomiques pour une semaine de liberté totale, loin des regards de leurs sociétés respectives. Céleste gagnait maintenant plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle acheta plusieurs propriétés, investit dans le commerce maritime et devint l'une des femmes métisses les plus riches de la colonie. Mais cette richesse reposait sur l'exploitation continue de dizaines d'hommes réduits en esclavage. Céleste se mentait à elle-même en prétendant qu'elle leur offrait une vie meilleure. En réalité, elle profitait du même système qu'elle avait autrefois détesté. Cette contradiction la hantait parfois, surtout tard dans la nuit, quand elle entendait les gémissements étouffés provenant des chambres où se déroulaient les transactions. Bastien avait maintenant travaillé pour Céleste pendant 2 ans. Il voyait entre 4 et 6 clientes par semaine. Certaines venaient régulièrement, d'autres une seule fois. Chacune avait des demandes différentes, des fantasmes particuliers. Certaines voulaient de la douceur et de la tendresse, d'autres cherchaient la domination et la violence. Bastien devait s'adapter à chaque situation, devenir ce que chaque femme désirait. Cette dissociation constante entre son esprit et son corps le détruisait lentement. Il développa une capacité à se déconnecter mentalement pendant les actes physiques. Son corps accomplissait les mouvements nécessaires tandis que son esprit s'évadait ailleurs, se remémorant des souvenirs d'enfance, imaginant des scénarios de liberté impossibles. Cette stratégie de survie psychologique était courante parmi les esclaves qui travaillaient pour Céleste. Marguerite continua ses visites hebdomadaires. Elle se convainquait qu'elle était différente des autres clientes, qu'elle se souciait véritablement de Bastien. Elle lui parlait de sa vie, de ses frustrations, de ses rêves. Elle cherchait une connexion émotionnelle au-delà du simple acte physique. Bastien écoutait patiemment, répondait quand on lui posait des questions,
mais gardait une distance émotionnelle prudente. Un jour, Marguerite lui demanda s'il serait intéressé par la liberté. Cette question le prit au dépourvu. Bien sûr qu'il voulait être libre. Chaque esclave rêvait de liberté. Mais cette question, venant d'une femme blanche qui le louait pour son plaisir, sonnait creuse. Marguerite suggéra qu'elle pourrait peut-être acheter sa liberté, qu'ils pourraient repartir ensemble loin des colonies. Bastien ne répondit rien. Il savait que c'était un fantasme impossible. Même si Marguerite avait l'argent nécessaire, elle n'abandonnerait jamais sa position sociale pour un esclave noir. D'autres esclaves dans la maison de Céleste eurent des réactions différentes à leur situation. Antoine, le favori de l'épouse du colonel, développa une haine féroce envers toutes les femmes blanches. Il fantasmait sur leur mort, imaginait des scénarios où il les étranglait pendant les actes intimes. Céleste perçut cette rage et décida de le surveiller de près, craignant qu'il ne passe à l'acte. Un jeune esclave nommé Jules, 19 ans à peine, tenta de se suicider après 6 mois de travail chez Céleste. Rosalie le découvrit dans sa chambre, inconscient après avoir avalé une dose massive de laudanum volé à l'infirmerie. Elle réussit à le sauver, mais Jules ne fut plus jamais le même. Il accomplissait ses devoirs comme un automate, le regard vide, l'esprit ailleurs. Céleste finit par le renvoyer à son propriétaire, déclarant qu'il n'était plus apte au travail. Les femmes qui fréquentaient l'établissement subissaient également des transformations psychologiques. Beaucoup développèrent une dépendance à ces rencontres clandestines. Marguerite ne pouvait plus passer une semaine sans voir Bastien. Elle négligeait ses obligations sociales, inventait des excuses pour s'absenter de chez elle. Son mari commença à remarquer son comportement étrange, mais il attribua cela aux caprices féminins et n'enquêta pas davantage. Une autre cliente, régulière, l'épouse d'un juge colonial, devint obsédée par l'idée de posséder complètement l'esclave qu'elle fréquentait. Elle proposa à Céleste d'acheter l'homme, mais son propriétaire refusa. La femme offrit alors une somme considérable, le double de la valeur marchande de l'esclave. Le propriétaire accepta finalement. La femme installa l'homme dans une petite maison près de sa propriété et le visitait quotidiennement. Son mari découvrit l'arrangement 6 mois plus tard. Le scandale fut énorme, mais étouffé grâce aux influences du juge. L'esclave fut vendu à une plantation lointaine et la femme fut envoyée en France chez des parents pour soigner ses nerfs. Cet incident alarma toutes les clientes de Céleste. Elles réalisèrent que leur secret pouvait être découvert à tout moment, avec des conséquences dévastatrices. Certaines cessèrent leur visite, terrorisées par les risques. D'autres continuèrent, incapables de renoncer malgré le danger. L'attrait de la transgression et du plaisir interdit était trop puissant. Céleste elle-même commença à montrer des signes de tension. Elle buvait davantage, dormait peu, devenait irritable avec son personnel. La gestion de cet empire clandestin exigeait une vigilance constante. Elle devait gérer les clientes difficiles, les esclaves traumatisés, les propriétaires cupides et les menaces de dénonciation. Le poids de toutes ces responsabilités l'écrasait progressivement. Un soir, après avoir bu trop de vin, Céleste confia à Rosalie qu'elle regrettait parfois d'avoir créé cet établissement. Elle avait voulu l'indépendance et la richesse, mais elle avait construit son succès sur la souffrance d'autrui. Rosalie lui répondit durement que son regret ne changeait rien à la réalité des esclaves qu'elle exploitait. Ces mots frappèrent Céleste, mais pas assez pour qu'elle ferme son commerce. Bastien et quelques autres esclaves commencèrent à se réunir secrètement la nuit, quand toute la maison dormait. Ils parlaient à voix basse dans une remise abandonnée au fond du jardin. Ces rencontres représentaient leur seul moment d'humanité, où ils pouvaient exprimer librement leur colère et leur désespoir. Antoine participait à ces réunions, tout comme un esclave plus âgé nommé Samuel, qui avait vécu 35 ans d'esclavage et travaillait chez Céleste depuis 1 an. Samuel avait connu différents types de servitudes au fil des décennies. Il avait travaillé dans les champs, dans une maison comme domestique, sur un navire marchand. Chaque situation avait sa propre forme de cruauté. Mais ce qu'il vivait maintenant, disait-il, détruisait l'âme d'une manière particulièrement insidieuse. Les autres esclaves subissaient la violence physique, mais eux subissaient une violation continue de leur intimité la plus profonde. Lors d'une de ces réunions nocturnes, Antoine proposa un plan d'évasion. Il pourrait voler de l'argent aux clientes, prendre des chevaux et fuir vers les montagnes où se cachaient des communautés de marrons, ces esclaves échappés qui vivaient en liberté. Bastien écouta la proposition avec intérêt, mais Samuel secoua la tête. Il avait vu trop de tentatives d'évasion échouer. Les chasseurs d'esclaves retrouvaient toujours les fugitifs, et les punitions étaient terrifiantes. Mutilation, torture publique
exécution lente. Mais Antoine insista. Il préférait mourir en tentant de fuir plutôt que de continuer cette existence. Plusieurs autres esclaves se rallièrent à lui. Bastien hésita longtemps. Une partie de lui voulait désespérément la liberté, mais il connaissait les probabilités de succès. Finalement, il décida de ne pas participer à la tentative d'évasion, mais promit de garder le secret. Antoine et 3 autres esclaves mirent leur plan à exécution un soir de janvier 1760. Ils attendirent que toute la maison soit endormie, volèrent ce qu'ils purent et s'enfuirent dans la nuit. Céleste découvrit leur disparition au matin. Elle entra dans une rage folle, sachant que cette évasion mettait en danger toute son entreprise. Si les autorités enquêtaient sur des esclaves fugitifs provenant de son établissement, elle découvrirait la nature réelle de ses activités. Elle contacta immédiatement les propriétaires des esclaves disparus et paya elle-même les chasseurs pour les retrouver rapidement et discrètement. Les chasseurs partirent avec leurs chiens et leurs armes. Pendant 5 jours, Céleste vécut dans l'angoisse, attendant des nouvelles. Les autres esclaves de la maison furent enfermés et surveillés constamment, au cas où ils tenteraient également de fuir. Les chasseurs retrouvèrent les fugitifs dans les collines, à 2 jours de marche de la ville. Ils les ramenèrent enchaînés. Céleste dut assister au châtiment public organisé par les propriétaires pour dissuader toute nouvelle tentative. Antoine et ses compagnons furent fouettés devant une foule rassemblée sur la place du marché. 50 coups de fouet chacun. Puis on leur marqua la lettre 1000e, pour marron, sur l'épaule au fer rouge. Antoine survécut à la torture, mais il fut vendu à une plantation sucrière réputée pour sa brutalité extrême, où l'espérance de vie des esclaves ne dépassait pas 5 ans. Cette évasion ratée et ses conséquences terrifiantes eurent un effet dévastateur sur le moral des esclaves restants chez Céleste. Ils comprirent que la fuite était impossible, que leur seul choix était d'endurer ou de mourir. Bastien sombra dans une dépression profonde. Il accomplissait mécaniquement ses tâches, mais toute étincelle de vie avait quitté ses yeux. Marguerite remarqua ce changement lors de sa visite suivante. Elle lui demanda ce qui n'allait pas, mais Bastien refusa de répondre. Comment pourrait-elle comprendre? Elle faisait partie du système qui le détruisait. Rosalie tenta d'aider les esclaves traumatisés, mais ces remèdes ne pouvaient pas guérir les blessures psychologiques si profondes. Certains hommes devinrent violents, se battant entre eux pour évacuer leur rage. D'autres se retirèrent complètement en eux-mêmes, cessant de parler, de manger correctement, se laissant dépérir. Céleste dut renvoyer plusieurs esclaves devenus inutilisables et les remplacer par de nouveaux. Ce cycle de destruction et de remplacement devint la routine de l'établissement. Les esclaves duraient en moyenne 2 à 3 ans avant d'être psychologiquement brisés au point de ne plus pouvoir fonctionner. Céleste considérait cela comme une perte financière acceptable, une partie normale de son modèle commercial. Elle payait les propriétaires pour louer de nouveaux hommes et continuait ses opérations. Les clientes, pour la plupart, ne remarquaient pas ou ne se souciaient pas de la détresse des esclaves qu'elles fréquentaient. Elles venaient chercher leur propre satisfaction et ne s'attardaient pas sur les conséquences humaines de leurs actions. Quelques-unes, comme Marguerite, ressentaient une culpabilité diffuse, mais cela ne les empêchait pas de revenir. En 1761, la situation politique dans les colonies commença à devenir instable. Les tensions entre les différents groupes sociaux augmentaient. Les esclaves multipliaient les actes de résistance passive, ralentissement du travail, sabotage des outils, empoisonnement occasionnel de contremaîtres. Les autorités coloniales répondaient par une répression de plus en plus brutale, créant un cycle de violence qui menaçait l'ordre social établi. Céleste sentit que son entreprise devenait plus risquée. Les autorités intensifiaient leurs patrouilles nocturnes pour prévenir les rassemblements d'esclaves. Plusieurs fois, des soldats s'approchèrent de son établissement, forçant les clientes à se cacher dans des pièces secrètes aménagées spécialement pour ces urgences. Ces incidents effrayèrent plusieurs femmes qui cessèrent leur visite. Le chiffre d'affaires de Céleste commença à diminuer. Pour compenser, elle baissa ses prix et accepta des clientes qu'elle aurait autrefois refusées. Des femmes de classe sociale inférieure, épouses de petits commerçants ou d'artisans, commencèrent à fréquenter la maison. Cette diversification de la clientèle changea l'atmosphère de l'établissement. Les nouvelles venues étaient moins discrètes, plus bruyantes, et respectaient moins les règles de confidentialité établies. Un soir de mars 1762, une bagarre éclata entre 2 clientes qui voulaient le même esclave. Les femmes se battirent physiquement, criant et s'insultant. Céleste et ses serviteurs durent intervenir pour les séparer. L'une des femmes, humiliée, menaça de dénoncer l'établissement aux autorités. Céleste dut à nouveau payer pour acheter le silence, épuisant progressivement ses réserves financières.
Bastien atteignit un point de rupture en mai 1762. Après 3 ans et demi de servitude dans la maison de Céleste, il ne pouvait plus continuer. Une nuit, il tenta d'étrangler une cliente pendant leur rencontre. La femme cria, alertant les gardes qui intervinrent juste à temps. Bastien fut maîtrisé et enfermé dans une cave. Céleste contacta immédiatement son propriétaire qui vint le récupérer le lendemain. Le planteur, furieux de perdre une source de revenus profitable, fit fouetter Bastien et le renvoya travailler dans les champs de canne. Marguerite apprit ce qui était arrivé lors de sa visite suivante. Elle fut dévastée. Elle demanda à Céleste où Bastien avait été envoyé, mais Céleste refusa de lui dire. La séparation brutale la plongea dans un état dépressif. Elle réalisa enfin la réalité de ce qu'elle avait fait pendant toutes ces années. Elle n'avait jamais vraiment vu Bastien comme un être humain autonome, mais comme un objet de désir qu'elle pouvait posséder temporairement. Cette prise de conscience arriva trop tard pour changer quoi que ce soit. Marguerite cessa de fréquenter la maison de Céleste. Elle retourna à sa vie d'épouse respectable, mais elle était changée. Elle voyait maintenant le système colonial pour ce qu'il était vraiment, une machine à broyer les êtres humains, où même les moments apparents de transgression et de liberté restaient piégés dans les structures de domination et d'exploitation. L'établissement de Céleste continua à fonctionner, mais son âge d'or était terminé. En 1763, une épidémie de fièvre jaune ravagea Saint-Domingue. De nombreuses clientes moururent, ainsi que plusieurs esclaves de la maison. Céleste elle-même tomba malade mais survécut. La maladie la laissa affaiblie et vieillit prématurément. Pendant sa convalescence, elle réfléchit longuement à ce qu'elle avait créé. Elle avait voulu l'indépendance et le pouvoir dans un monde qui refusait ces choses aux femmes métisses. Elle avait réussi financièrement, mais à quel prix? Elle avait perpétué l'exploitation des personnes réduites en esclavage, utilisant leur corps pour le profit exactement comme le faisaient les planteurs qu'elle méprisait. En 1764, Céleste prit une décision radicale. Elle vendit son établissement principal à un homme blanc qui transforma les lieux en auberge ordinaire. Elle garda la plantation isolée, mais cessa d'y organiser des rencontres clandestines. Elle utilisa l'argent accumulé pour acheter la liberté de quelques esclaves qui avaient travaillé pour elle, dont Samuel et Rosalie. Ce geste ne racheta pas les années de souffrance qu'elle avait causées, mais c'était tout ce qu'elle pouvait faire maintenant. Samuel, une fois libre, quitta immédiatement Saint-Domingue. Il embarqua sur un navire marchand et disparut, cherchant à mettre le plus de distance possible entre lui et les lieux de sa servitude. Rosalie resta aux côtés de Céleste, les deux femmes liées par les souvenirs de ce qu'elles avaient vécu et partagé, même si leur relation restait compliquée par le passé. Les années suivantes, d'autres établissements similaires continuèrent à opérer dans les colonies françaises et ailleurs dans les Caraïbes. Le phénomène que Céleste avait initié s'était répandu. Des entrepreneurs sans scrupules avaient compris qu'il existait un marché pour ce type de service et ouvraient leur propre maison. Certains étaient encore plus brutaux que Céleste ne l'avait jamais été, traitant les esclaves comme du bétail sans aucune considération pour leur bien-être minimal. Les femmes blanches qui fréquentaient ces lieux continuaient à se convaincre qu'elles étaient des transgressives audacieuses, défiant les conventions sociales. Elles ne réalisaient pas qu'elles ne faisaient que reproduire les mêmes dynamiques de pouvoir et d'exploitation qui caractérisaient toute la société coloniale. Leurs transgressions étaient illusoires, construites sur les corps et les souffrances d'hommes qui n'avaient aucun choix. En 1768, un prêtre catholique zélé découvrit l'existence de l'un de ces établissements à la Martinique. Il dénonça publiquement le scandale depuis sa chaire, détaillant les pratiques immorales qui s'y déroulaient. Le gouverneur de l'île, embarrassé par l'attention publique, ordonna une enquête. Plusieurs femmes de la haute société furent identifiées comme clientes. Le scandale éclaboussa les familles les plus respectables de l'île. Les autorités coloniales firent fermer l'établissement incriminé, mais elles étouffèrent rapidement l'affaire pour protéger les familles influentes impliquées. Les femmes identifiées furent discrètement envoyées en France ou confinées dans des couvents. Les esclaves qui travaillaient dans la maison furent vendus à différentes plantations, dispersés pour éviter qu'ils ne puissent témoigner de manière cohérente sur ce qui s'était passé. Cette affaire eut un effet temporaire de dissuasion. Plusieurs autres maisons fermèrent préemptivement, craignant d'être découvertes. Mais après quelques mois, quand l'attention publique se détourna, de nouveaux établissements ouvrirent, encore plus secrets et mieux protégés. Le commerce continuait, alimenté par les désirs refoulés d'une part et la cupidité d'autre part. Bastien, après son retour forcé au champ de canne, survécut pendant 7 ans. Le travail était épuisant sous un soleil brûlant, avec une nourriture insuffisante et des punitions constantes. Mais d'une certaine manière,
Cette servitude était moins destructrice psychologiquement que ce qu'il avait vécu chez Céleste. Son corps souffrait, mais son esprit n'était plus violé quotidiennement. Il conservait une parcelle d'humanité que la maison de plaisir lui avait arrachée. En 1769, Bastien tomba gravement malade. Une fièvre le consuma pendant des jours. Aucun soin médical ne lui fut apporté, car les esclaves malades étaient considérés comme des pertes acceptables. Il mourut à l'âge de 33 ans, son corps épuisé par des années d'exploitation sous différentes formes. Aucune tombe ne marqua son passage sur Terre, aucun registre n'enregistra sa mort. Il disparut comme des millions d'autres personnes réduites en esclavage, leurs vies et souffrances effacées de l'histoire officielle. Marguerite vécut jusqu'en 1782. Elle ne retourna jamais dans un établissement comme celui de Céleste. Elle resta l'épouse respectable d'un planteur prospère, participant aux bals et aux cérémonies sociales. Mais elle porta toute sa vie le poids de ce qu'elle avait fait. Dans ces dernières années, elle devint profondément religieuse, cherchant peut-être l'absolution pour ses actes passés. Elle ne parla jamais de Bastien ni de la maison de Céleste à quiconque. Céleste mourut en 1778, à l'âge de 59 ans. Elle avait utilisé sa fortune pour vivre confortablement ces dernières années. Rosalie resta avec elle jusqu'à la fin. Dans son testament, Céleste légua tout son argent et ses propriétés à Rosalie, ainsi qu'à d'autres personnes affranchies qu'elle avait connues. Elle ne laissa rien à sa famille blanche qui l'avait toujours rejetée à cause de son sang mêlé. Rosalie utilisa cet héritage pour aider des esclaves à acheter leur liberté et à s'établir comme personnes libres. Elle ne pouvait pas effacer le passé, mais elle essayait de faire du bien avec l'argent taché de sang que Céleste lui avait laissé. Elle mourut en 1791, juste avant que la grande révolte des esclaves ne transforme Saint-Domingue en Haïti, la première république noire libre des Amériques. L'histoire de ces maisons de plaisir clandestines resta largement cachée dans les archives coloniales. Les autorités et les familles concernées avaient tout intérêt à ce que ces pratiques restent secrètes. Les documents officiels n'en font presque jamais mention directement, seulement des références obliques dans des lettres privées, des journaux intimes ou des rapports confidentiels de fonctionnaires coloniaux. Ce qui s'est passé dans ces établissements illustre les contradictions profondes du système colonial. Les mêmes personnes qui professaient des valeurs chrétiennes et des idéaux de civilisation participaient à des formes d'exploitation extrême. Les femmes blanches qui se considéraient comme victimes du patriarcat colonial reproduisaient l'oppression raciale en exploitant les corps des hommes noirs réduits en esclavage. La société coloniale était construite sur des hiérarchies rigides de race, de classe et de genre. Mais sous cette surface ordonnée bouillonnaient des désirs et des transgressions qui révélaient l'hypocrisie fondamentale du système. Les hommes blancs maintenaient publiquement la fiction de la supériorité raciale tout en violant régulièrement les femmes esclaves. Les femmes blanches, opprimées par les structures patriarcales, trouvaient des moyens de satisfaire leurs désirs interdits en exploitant les hommes esclaves. Cette dynamique créait une situation où presque personne n'était vraiment libre. Les esclaves étaient évidemment les plus opprimés, réduits au statut de propriété et soumis à toute forme d'abus. Mais même les colons blancs vivaient dans des prisons psychologiques créées par leurs propres préjugés et conventions sociales. Les femmes blanches étaient enfermées dans des rôles rigides qui niaient leur autonomie et leur sexualité. Les hommes blancs, malgré leur pouvoir apparent, étaient piégés dans des performances constantes de domination et de virilité. Les maisons comme celle de Céleste existaient dans les failles de ce système oppressif, offrant une illusion de transgression et de liberté. Mais en réalité, elles ne faisaient que perpétuer les structures fondamentales d'exploitation et de domination. Les clientes pensaient défier les conventions, mais elles ne remettaient jamais en question le système esclavagiste lui-même. Elles voulaient leur part du pouvoir et du plaisir, sans remettre en cause les mécanismes qui rendaient ce pouvoir possible. Cette histoire soulève des questions difficiles sur la complicité et la responsabilité. Les femmes blanches qui fréquentaient ces établissements étaient-elles des victimes du patriarcat ou des oppresseuses raciales? La réponse est qu'elles étaient les deux simultanément. Elles subissaient l'oppression de genre tout en bénéficiant et perpétuant l'oppression raciale. Cette double position illustre comment les systèmes d'oppression s'entrecroisent et se renforcent mutuellement. Céleste elle-même incarne ces contradictions. En tant que femme métisse, elle occupait une position intermédiaire dans la hiérarchie coloniale, ni totalement blanche, ni totalement noire. Elle avait créé son entreprise pour échapper à la pauvreté et à la marginalisation. Mais sa stratégie de survie impliquait d'exploiter ceux qui étaient encore plus vulnérables qu'elle.
Elle reproduisait les mécanismes d'oppression qu'elle avait elle-même subis. Les esclaves qui travaillaient dans ces maisons vivaient une forme particulière de torture psychologique. Contrairement aux esclaves des champs qui pouvaient au moins maintenir une certaine dignité intérieure malgré le travail forcé, ceux qui servaient dans les maisons de plaisir devaient céder leur intimité la plus profonde. Ils devaient simuler le désir et la tendresse pour des personnes qu'ils n'avaient pas choisies, accomplir des actes intimes sans aucune autonomie. Cette violation continue de leur intégrité personnelle causait des traumatismes psychologiques profonds et durables. Beaucoup développèrent ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique complexe. Ils souffraient de cauchemars récurrents, d'anxiété chronique, de dissociation et de difficultés à former des relations intimes même après leur libération éventuelle. Certains ne récupérèrent jamais psychologiquement, portant les cicatrices invisibles de cette exploitation jusqu'à leur mort. Les quelques esclaves qui survécurent assez longtemps pour connaître la liberté après la Révolution haïtienne ou d'autres processus d'émancipation eurent du mal à réintégrer une vie normale. Leurs expériences les avaient profondément changés. Ils avaient vu les êtres humains à leur pire, avaient été témoins et victimes de cruauté qui dépassaient l'entendement. Cette connaissance les hantait. Après la Révolution haïtienne de 1791-1804, beaucoup de documents coloniaux furent détruits intentionnellement. Les anciens colons, qui fuyaient vers d'autres territoires, brûlèrent des archives compromettantes. Les nouveaux dirigeants haïtiens, occupés à construire leur nation naissante, n'avaient ni le temps ni les ressources pour préserver systématiquement les documents de l'ère coloniale. Résultat, une grande partie de l'histoire de l'esclavage dans les Caraïbes françaises disparut. Les rares références à des établissements comme celui de Céleste se trouvent dispersées dans des archives privées conservées par hasard. Une lettre d'une femme de planteur à sa sœur en France mentionne cryptiquement les plaisirs clandestins disponibles pour celles qui savent tout chercher. Un rapport confidentiel d'un intendant colonial note des pratiques immorales impliquant des femmes de qualité et des esclaves mâles, mais sans donner de détails précis. Un journal intime découvert au XXe siècle dans le grenier d'une vieille maison créole contient des passages codés suggérant que l'auteur fréquentait ce type d'établissement. Ces fragments documentaires permettent de reconstituer partiellement une réalité que les contemporains voulaient en cacher. La honte associée à ces pratiques était telle que même les participants cherchaient à effacer toute trace. Les femmes qui avaient fréquenté ces maisons détruisirent leurs journaux intimes avant de mourir. Les propriétaires d'esclaves falsifièrent les registres pour cacher où leurs esclaves avaient réellement travaillé. Céleste elle-même ne tint jamais de compte détaillé, sachant que de tels documents pourraient la condamner. Cette conspiration du silence signifie que nous ne connaîtrons jamais l'ampleur réelle du phénomène. Combien d'établissements similaires existèrent dans les Caraïbes? Combien de femmes blanches participèrent? Combien d'esclaves furent exploités de cette manière? Les chiffres précis sont perdus pour toujours. Nous savons seulement que ces pratiques existaient et qu'elles n'étaient pas des cas isolés. L'histoire de ces maisons de plaisir révèle une vérité inconfortable. L'exploitation sexuelle des personnes réduites en esclavage ne se limitait pas aux hommes blancs violant les femmes noires. Les femmes blanches participaient également à cette exploitation, utilisant leur position de pouvoir racial pour assouvir leurs désirs. Cette réalité complique les récits simplistes de l'esclavage et force à reconnaître que l'oppression fonctionnait de multiples façons, avec de multiples acteurs. Reconnaître cette complexité ne diminue en rien l'horreur fondamentale de l'esclavage. Au contraire, cela révèle comment le système était si profondément corrompu qu'il transformait presque tous ceux qui y participaient en oppresseurs potentiels. Le pouvoir absolu sur d'autres êtres humains corrompait inévitablement, peu importe le genre ou la position sociale de celui qui l'exerçait. Les descendants des personnes impliquées dans ces histoires portent de différents héritages. Les descendants d'esclaves portent le traumatisme intergénérationnel de l'exploitation et de la déshumanisation. Les descendants des colons blancs portent la culpabilité historique des crimes de leurs ancêtres. Les descendants de personnes métisses comme Céleste portent l'héritage complexe de ceux qui furent à la fois victimes et oppresseurs. Aujourd'hui, ces histoires restent largement inconnues du grand public. Les manuels d'histoire mentionnent l'esclavage dans les plantations, les révoltes, l'économie coloniale. Mais les aspects plus sordides et complexes de la vie coloniale restent dans l'ombre. Peut-être par pudeur, peut-être par désir de simplifier un passé déjà suffisamment troublant. Mais cette omission déforme notre compréhension de ce qui s'est réellement passé.
L'histoire de la maison de Céleste et des femmes qui la fréquentaient nous oblige à confronter des vérités dérangeantes sur la nature humaine et les structures sociales. Elle montre comment les gens ordinaires, pas seulement les monstres évidents, peuvent participer à des systèmes d'oppression. Les femmes qui venaient chez Céleste n'étaient pas nécessairement cruelles par nature. Beaucoup étaient elles-mêmes malheureuses, piégées dans des mariages sans amour, privées d'autonomie et de plaisir. Mais leur réaction à leur propre oppression fut d'exploiter ceux qui étaient encore plus vulnérables. Cette dynamique se répète tout au long de l'histoire humaine. Les opprimés, lorsqu'ils obtiennent un peu de pouvoir, l'exercent souvent sur d'autres, plutôt que de lutter contre le système d'oppression lui-même. C'est plus facile de reproduire les structures existantes que de les transformer. C'est plus confortable de prendre sa part du gâteau de l'exploitation que de risquer sa position en remettant tout en question. Les esclaves comme Bastien, Antoine et Samuel payèrent le prix de ces compromis moraux. Leurs vies furent détruites non seulement par la brutalité évidente des plantations, mais aussi par les désirs cachés et les transactions clandestines de la société coloniale. Ils furent utilisés, brisés et finalement oubliés. Leurs noms ne figurent dans aucun registre officiel. Leurs histoires ne furent jamais racontées de leur vivant. Ils disparurent dans le néant historique réservé aux personnes considérées comme sans importance. Mais leurs expériences résonnent à travers le temps. Elles nous rappellent que derrière les grandes structures historiques se cachent d'innombrables drames humains individuels. Chaque statistique sur l'esclavage représente une personne réelle qui a souffert, aimé, espéré et finalement péri dans un système qui niait son humanité fondamentale. L'histoire de ces maisons de plaisir clandestines n'est qu'un fil dans la tapisserie massive de l'horreur coloniale, mais c'est un fil qui révèle des aspects du système que nous préférerions souvent ignorer. Aujourd'hui, nous devons nous demander quelles structures d'exploitation contemporaine nos descendants regarderont avec horreur. Quelles pratiques que nous considérons normales seront jugées inacceptables par les générations futures. L'histoire de Céleste, de Marguerite et de Bastien nous enseigne que la complicité avec l'injustice prend de nombreuses formes, dont certaines se déguisent en transgression ou en libération personnelle. La véritable liberté nécessite non seulement de satisfaire nos propres désirs, mais aussi de refuser de le faire aux dépens de l'humanité d'autrui.